Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui, épisode spécial, on l'avait annoncé lors de la dernière émission, je suis ravi de faire cet épisode. On va parler aujourd'hui de l'éditeur de logiciels Powell et on a pour ce faire deux invités de marque, de luxe. On va avoir du coup Mathias Fille. Et je te l'ai demandé avant, Mathias, je prononce bien ton prénom, je ne l'ai pas écorché, et Paul Lefebvre, qui vont venir nous expliquer bien évidemment déjà qui est Powell. J'allais dire Powell Software pour ceux qui auraient connu l'ancien nom. Et ça a été le petit débat aussi d'intro. Donc on va parler de Powell aujourd'hui. Alors ça nous tient particulièrement à cœur chez nous dans l'équipe avec Chloé, avec Kevin, parce que nécessairement c'est une solution qu'on connaît depuis longtemps. On a un fort historique dans les équipes d'ExpertTime autour de Powell que l'on a vu naître, que l'on a vu grandir, que l'on a accompagné en tant que partenaire pendant des années et bien évidemment dont on est content de suivre le succès, les évolutions, les nouveautés, les features. Donc voilà, on va prendre cette petite heure, c'est notre 3e épisode spécial, hein, si je dis pas de bêtises. On avait eu à l'époque Eric et Frédéric des équipes de Microsoft, ensuite on avait eu Marin et Alexandre des équipes de Bleu, donc maintenant c'est au tour de Powell et on est ravis de pouvoir continuer à valoriser aussi des solutions de l'écosystème Microsoft qui apportent de la valeur sur de l'usage, sur des cas d'usage. Donc thématique Modern Work, aujourd'hui pas de Fabric, pas d'Azure, on va faire un gros focus sur le monde de la Modern Workplace, ce pourquoi on a nos meilleurs speakers, Chloé et Kevin, qui sont là pour poser des questions auxquelles vous ne saurez pas répondre, messieurs. Vous l'avez compris, je vous l'ai dit, le but c'est de vous mettre dans l'embarras. Il y a bien des cartes de Joker quand même. Il y a des cartes de Joker, vous avez le droit à une carte de Joker chacun, messieurs. Alors, pour commencer l'introduction, comme il se doit, je vais vous laisser et vous proposer de vous présenter. Mathias, est-ce que tu veux démarrer? Qui tu es? Je ne vais pas te dire d'où tu viens, mais surtout qu'est-ce que tu fais chez Powell? Avec grand plaisir et en guise d'introduction, merci à vous de l'initiative de pouvoir échanger. Déjà, c'est toujours en fait un plaisir d'échanger un petit peu avec des partenaires de l'écosystème. Et puis aussi, nous, on est toujours très friands de pouvoir échanger sur ce qu'on observe, des tendances dans le domaine de la digital workplace. Donc, en premier lieu, merci à vous. Donc, en effet, Mathias, je travaille chez Powell depuis à peu près 1 an. Ça va bientôt faire 1 an. Et plus spécifiquement, je travaille sur les logiques de product marketing. Alors, derrière ce terme barbare, qu'est-ce qu'on entend via le product marketing et quels sont un petit peu les ressorts de mon rôle? Globalement, c'est de faire la courroie de transmission entre ce qu'on observe sur la partie marché, mais également de fluidifier un petit peu ce savoir en interne entre les équipes produits, typiquement avec Paul, et également les équipes sales, les équipes marketing là-dessus, et notamment de pouvoir cristalliser en fait un savoir-faire, de dire voilà, on a un produit, on sait ce que ça fait fonctionnellement, mais qu'est-ce qu'on peut raconter en termes de valeur, en termes d'usage au niveau du marché. Donc ça peut prendre différentes facettes, différentes myriades, mais globalement c'est un peu pour traduire le message, exactement, qui soit adapté aux tendances du moment, aux besoins consommateurs. Prendre un discours fonctionnel et tenter de le propulser entre guillemets sur le marché, raconter une histoire derrière ça. Oui. Ok, parfait. Merci pour l'introduction, Mathias. Paul, je te laisse la main. Ouais. Et merci effectivement pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous aussi hors live comme on peut le faire, mais aussi aujourd'hui. Parce qu'on se croise souvent au café, il faut dire plus souvent. Effectivement. Donc du coup, Paul, moi ça va faire 5 ans cet été que je suis chez Powell maintenant. Et j'ai plutôt commencé sur des sujets autour de la gouvernance en tant que product manager du coup. Donc moi mon rôle ça va plutôt être de faire le lien entre les besoins clients et notre équipe de R&D, donc les développeurs, pour essayer de traduire ces besoins en nouveautés, en évolution, en amélioration sur notre produit, sur nos solutions. Et donc initialement plutôt sur la gouvernance et pas mal aujourd'hui sur tous les sujets qui traitent et qui tournent autour de l'IA. Donc voilà, et puis on travaille beaucoup ensemble avec Mathias du coup depuis 1 an. Le binôme de choc, du coup. C'est à Powell de le dire, j'ai mon petit sentiment là-dessus. En tout cas, vous avez l'air de vous supporter encore, c'est très bien, on pourra profiter pleinement aujourd'hui de la session. Donc 2 personnes qui viennent plutôt du monde du produit et qui vont nous parler cas d'usage, c'est très bien parce que des fois, nous, on est un peu trop tech aussi, on le sait, on s'oublie quand on parle des techno MS, donc ça va être bien, on va pouvoir recentrer le débat aussi de ce pourquoi on a besoin d'une digital workplace, ce pourquoi on a besoin de Powell aujourd'hui. Alors j'ai noté que Mathias, tu le disais avec un petit accent un peu différent du mien,
Il francise peut-être un petit peu. On va peut-être commencer par ça, parce que, alors c'est vrai que nous, toujours la tête dans le guidon pour les têtes dans le cloud, on connaît très bien Powell. Pour ceux qui nous écouteraient, qui ne connaissent pas la solution, est-ce qu'on peut prendre ce petit moment pour expliquer peut-être l'histoire de Powell, d'où ça vient, le besoin, qu'est-ce que vous apportez, la promesse, votre réseau de partenaires et tout ce qui fait la force de Powell aujourd'hui sur le marché? Bien sûr. Donc Powell, alors en termes de métadonnées, puis après je vais parler un petit peu de notre postulat de base. Donc en termes de métadonnées, entre guillemets, donc on est un éditeur de logiciels dans le domaine du SaaS, éditeur présent depuis 2016, donc dans le domaine de l'intranet, de la digital workplace. Et si on descend dans un degré de profondeur un petit peu plus succinct, donc aujourd'hui, on travaille à peu près avec un écosystème de 70 partenaires intégrateurs. On pourra revenir justement sur ces logiques un petit peu de déploiement. À peu près 70-75 collaborateurs, 4-5 bureaux également à l'étranger. Et également, ce qu'on aime bien aussi observer, c'est qu'un éditeur de logiciels, il doit se traduire par de l'usage, par de l'adoption, par de l'engagement, ce qu'on cherche aussi à mesurer. Et donc, on estime que, justement, sur des bases mensuelles, on a à peu près entre 1,5 million et 2 millions d'utilisateurs qui interagissent justement avec Powell. Et lorsque je parle de postulat de base, c'est vrai que donc nous, on a une expérience qui est calquée justement sur la partie SharePoint, que vous connaissez très bien. Et notre postulat de base, c'est notamment de se dire, dès lors qu'on a, entre guillemets, l'infrastructure fonctionnelle SharePoint, on a la bonne base, on a la bonne fondation fonctionnelle. Néanmoins, peut manquer justement cette brique d'usage, celle qui va être catalyseur de nouvelles expériences. Et donc, c'est là, sans galvauder le terme surcouche, mais essayer de propulser justement une nouvelle expérience par rapport à SharePoint. Propulser des expériences en termes de collaboration, des expériences qui peuvent être également cross-device, ce type de choses-là. Donc véritablement, à chaque fois, notre postulat de base n'est pas de contrer ou de contre-argumenter par rapport à un SharePoint, mais plutôt de dire vous avez la très bonne base fonctionnelle, néanmoins peut vous manquer pour adresser des cas d'usage qui peuvent être un peu plus complexes, un peu plus sophistiqués, un peu plus alambiqués. Cette expérience d'usage pour catalyser de nouvelles expériences. Ça, en introduction, ça va être intéressant. Donc on est d'accord qu'il faut SharePoint pour qu'il y ait Powell. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la solution, voilà, c'est ça. Donc on vient pas, ce n'est pas en compétition avec SharePoint, tu le dis, ça vient valoriser complémentaire. Le patrimoine de données, tout ce qui aurait déjà été construit par l'entreprise, et rajouter ce qui manquerait, peut-être rajouter même ce qui ne pourrait jamais être dans SharePoint, j'imagine, du coup, à travers une interface dédiée. Tout à fait. Et derrière ça aussi, c'est de sortir de ces logiques, entre guillemets, je vais dire, monolithiques, protéiformes, de se dire est-ce que je suis sur Google Workspace, est-ce que je suis sur SharePoint, ce type de choses-là, et de se dire qu'est-ce que je vais faire derrière ça, mais également de driver un peu la manière dont on peut fine-tuner le logiciel Powell par des logiques de cas d'usage. Et c'est en ça justement que l'un des attributs qui est assez fort et sur lequel on investit énormément, c'est les logiques d'accompagnement, d'affiner justement les cas d'usage pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus je vais dire ciselé au niveau de l'usage entre une organisation A et une organisation B. Donc là, on a une petite vidéo qui tourne à l'écran pour ceux qui sont en ligne ou qui nous regarderont sur YouTube. Donc du coup, là, ce qu'on voit, c'est l'interface Powell, qui est du coup adaptée, déployée chez les clients, customisée pour chaque usage, c'est ça? Customisable, tout à fait, en termes de logique de design. Et je pense que s'il y a un aspect aussi qui est à retenir dans les différents éditeurs de logiciels, que ce soit sur SharePoint ou non, peu importe, c'est toujours de se dire quel est mon degré de latitude pour que j'ai un nouveau design, pour que je puisse avoir quelque chose qui reflète justement mon identité. Mais l'un des aspects qui est assez important aussi, c'est de baisser le coût d'expérimentation. Typiquement, j'ai envie de tester une nouvelle expérience de design, ce type de choses-là. Et aujourd'hui, on vit dans un monde je pense, fait d'opportunités sur lequel il y a une véritable logique de baisse de coût d'expérimentation. C'est-à-dire ça ne va pas me prendre 6 mois pour développer une nouvelle expérience visuelle, ce type de choses-là. Et on pense également que ça doit se refléter dans un intranet. C'est ça. Et alors, on vient de ce monde-là, globalement avec Chloé, avec Kevin, le monde de l'intranet, de l'intranet sur mesure. Ça a été pendant longtemps un de nos cœurs de métier, et ça a été des gros projets, très onéreux, très longs à mettre en place, où on réinventait souvent des choses qu'on avait par ailleurs déjà fait chez d'autres clients, donc avec beaucoup de code, dont j'imagine que l'évolutivité était limitée, parce qu'une fois que l'entreprise qui avait développé le portail partait, nécessairement, comment est-ce qu'on serait
s'approprier ça. Et du coup, Powell se positionne justement avec ce côté déjà clé en main, finalement, facilitant le déploiement, facilitant le paramétrage. Qu'est-ce que, pour donner je vais dire un peu de vision, pareil, à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la solution, SharePoint, je vais pouvoir entreposer mes documents classifiés, organisés, globalement, si je vulgarise. Qu'est-ce que rajoute Powell, par exemple ? Et c'est dans l'interface pour décrire un peu le produit fonctionnellement. Ouais. Peut-être déjà comme postulat, effectivement, nous, on souhaite conserver la donnée sur l'environnement Microsoft du client, qui est quand même un point assez important pour nous parce que elle n'est pas stockée chez vous. C'est ça. Nous, on ne stocke aucune donnée de nos clients, ce qui est souvent un point assez important des discussions qu'on peut avoir avec nos prospects et nos clients actuels. Et ensuite, en termes d'expérience, on va plutôt, nous, essayer de pousser les cas d'usage métiers, d'essayer d'améliorer la collaboration et la fluidification de l'information et de la communication en interne. Et donc, on va proposer, par exemple, des templates d'expérience autour de l'idéation, autour de la collaboration un peu plus poussée sur le portail intranet, et tout en essayant, comme tu disais, de diminuer la complexité technique à mettre en place et à pousser et à tester ces expériences rapidement. Donc effectivement, ça va se traduire au niveau de l'interface, mais aussi sur certaines fonctionnalités qui ne sont pas forcément proposées par Microsoft. On a un petit peu un rôle un peu ambigu, parce qu'on est à la fois partenaire de Microsoft, du coup, mais aussi un petit peu concurrent, étant donné que, en fait, finalement, quand des nouvelles fonctionnalités qu'ont poussées Microsoft peuvent faire la même chose que ce que nous, on a pu pousser par le passé, il faut qu'on puisse réagir. Donc, on est une structure quand même beaucoup plus petite, donc on a cette possibilité, cette adaptabilité qui fait qu'on peut réagir assez vite. Et on va dire que on n'a pas forcément un délai très important entre les annonces et les mises en production. Et donc voilà, ce rôle un petit peu ambigu qui nous impose, nous, justement, à avoir cette flexibilité et à aller plus loin dans les cas d'usage. Donc on essaye de beaucoup travailler avec les équipes métiers directement pour essayer de coller aux enjeux de ces équipes-là pour pousser l'usage. En fait, c'est vraiment là qu'est la clé dans notre vision, c'est de travailler sur les vrais besoins des utilisateurs finaux, donc finalement les équipes métiers, et pas forcément uniquement la com ou les RH. Ça, parce que ce que tu dis, hein, et je pense qu'on avait présenté une partie des fonctionnalités de SharePoint, c'est que des fois SharePoint s'améliore aussi, hein, il y a des nouvelles versions sur la customisation, le template, et vient peut-être concurrencer les choses que vous avez sorties il y a longtemps, mais pour le coup qui vous rattrapent, et peut-être que vos clients se disent pourquoi je le ferais pas sur SharePoint vu que la fonctionnalité est disponible. Donc votre but, c'est toujours d'avoir le coup d'avance, j'imagine, versus l'éditeur. Vous permettez aussi de monitorer peut-être les usages, vu qu'on se parle beaucoup d'adoption. Est-ce qu'aujourd'hui, sur Powell, comment est-ce qu'on garantit le succès ? Comment est-ce qu'on présente aux clients que la solution est utilisée ? Qu'est-ce que vous mettez en place sur la partie un peu traçabilité, monitoring ? Oui, tout à fait. Justement, en fait, ça fait un peu écho à notre actualité récente, je dirais, en termes de produits. Globalement, je pense qu'on peut dire que les éditeurs de logiciels, on va dire un peu les usual suspects, dans cet environnement des éditeurs, on peut ou prou un petit peu les mêmes roadmaps produits. Donc, le distinguo se fera plutôt sur la manière dont on va raconter tel type de fonctionnalité, ce type de choses-là. Et lorsque je disais que ça faisait écho avec une actualité récente, c'est que justement, on est en plein lancement de la brique complémentaire de monitoring d'usage, très concrètement des analytics. Et derrière ça, ces analytics, ils vont étudier, entre guillemets, différentes sections, différents chapitres, que ce soit les logiques d'usage, les logiques de trafic, les logiques de device, mieux comprendre également ce que mes utilisateurs recherchent. Et derrière ça, pourquoi ? Parce qu'on pense qu'au-delà de montrer des camemberts, des jolis graphiques, etc., il faut également armer les honneurs de la Digital Workplace, donc typiquement les fonctions qu'évoquait Paul, c'est-à-dire ces fonctions qui vont porter le projet en interne, que ce soit en amont ou pendant les phases de monitoring, à savoir les fonctions RH, IT, com, etc., et les armer d'arguments, et véritablement de se dire la Digital Workplace, l'intranet n'est plus un centre de coût. Nous, on a une vision, une conviction, qui est assez forte, de se dire c'est une application critique, à l'instar d'un CRM, à l'instar d'un ERP, etc. Et donc, derrière ça, il faut savoir justifier une logique d'investissement, également de continuité.
car entre un intranet qu'on a à l'instant A, on va le faire évoluer, on va le sophistiquer, on va l'adapter justement à notre structure organisationnelle. Mais derrière ça, il faut des indicateurs qu'on arrive à faire parler. Donc c'est pas juste une suite de noms de se dire en termes de DAU, MAU, Daily Active User, Monthly Active User, j'ai tant. Mais de comprendre les logiques d'usage. Pourquoi ? Tiens, j'ai mis ce savoir-faire à disposition. On me pose toujours des questions sur ce document particulier. Ça veut dire que peut-être ce document, il n'est peut-être pas à jour. Et donc, c'est d'avoir un peu ces insights, quelque chose d'actionnable, de se dire, grâce à des analytics, justement, non seulement je peux mieux comprendre, mais également mieux faire évoluer ma digital workplace. Et donc, en fait, c'est un module interconnecté de différents analytics sur lequel les owners de la digital workplace peuvent interpréter certaines choses. Et puis j'imagine que dans vos discours au DSI ou à la com, à un moment, quand tu as N, justement, milliers d'active users, ça représente un coût. Il faut justifier comme Copilot le débat du ROI aujourd'hui. Est-ce que ça te fait gagner du temps ? Est-ce que ça te fait réduire un risque ? Est-ce que ça te donne une meilleure image en interne, etc. Et ça, ce sont certainement les enjeux que vous allez chercher aujourd'hui chez Powell, de dire que c'est un peu multifacette en termes de ROI. Et là, je parlais des logiques un peu plus de ROI, d'analytics, de monitoring, mais également, il y a toute la logique un peu complémentaire qu'on a via Powell Governance, pour moi, et également du monitoring. Tu peux dire un petit mot, justement, Paul, là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors, sur la partie, sur la solution qu'on propose en termes de gouvernance, on va suivre tout ce qui va être site SharePoint, mais on va aussi aller suivre toute la partie Teams. Initialement, la solution vient un petit peu du boom de l'usage de Teams pendant le confinement, où on va essayer d'aller identifier, on a un gros module justement d'analytique là-dessus, pour essayer de comprendre les usages, les bonnes pratiques. Alors, ça va plutôt être un petit peu moins sur on va dire, de l'usage ou de l'adoption, mais plus sur la gouvernance comme son nom l'indique, mais sur les bonnes pratiques de stockage d'informations, de collaboration aussi pour limiter éventuellement la prolifération d'équipes ou de sites SharePoint qui seraient potentiellement peu utilisés. Et en fait, ça reboucle pas mal aussi avec, je pense qu'on va en parler par la suite, mais avec les sujets autour de l'IA où la donnée est le cœur est le plus important pour avoir des résultats pertinents. Et donc cette brique s'imbrique très bien justement dans ces nouveaux usages pour faire en sorte d'avoir une qualité de données et un accès à la donnée qui soit bien géré dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça marche plutôt bien justement en termes de discours et de plus-value qu'on peut apporter sur l'intégralité du cycle de vie et de l'organisation de la digital workplace dans son ensemble. Petite question peut-être Chloé, Kevin, la gouvernance des intranets, c'est un vrai sujet ou pas ? En fait, vrai sujet. En fait, au-delà de juste la gouvernance, en fait, la gouvernance, on peut la voir sur deux aspects, la gouvernance technique et la gouvernance fonctionnelle. Et en fait, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il faut faire comprendre aux entreprises que l'intranet n'est pas juste un centre de coûts, mais peut-être une réelle valeur ajoutée et être intégré comme n'importe quelle autre solution finalement dans le SI. Et toutes les analyses et KPI que tu peux recevoir, c'est plutôt à quel but, en fait, réellement l'enjeu. Et en fait, c'est là où la gouvernance fonctionnelle a son importance. Et je pense que vous aussi, en tant qu'éditeur, vous avez dû rencontrer cette question de la part de vos prospects. En fait, à quoi ça sert, un intranet et derrière, pour qu'un intranet vive et pour qu'il dépasse juste le stade de ça va être utile pour le nouveau collaborateur qui arrive dans une entreprise ou de temps en temps par des collaborateurs existants qui vont récupérer une procédure. En fait, c'est comment changer et quelle gouvernance fonctionnelle mettre en place en termes de contribution, en termes de campagne, en fait, de com et marketing réellement derrière cet intranet, et même réellement documentaire aussi. Documentaire, et même réellement comment repositionner la gouvernance de l'intranet au sein du SI et la place qu'il occupe en fait dans la digital workplace. Puis, entre-temps, il y a 10 ans quand Powell est né, et puis même les intranets, comme tu disais, à l'époque où on faisait vraiment des grosses custos, il y a eu l'avènement de Teams, il y a la redéfinition complète de la modern workplace qui s'est faite aussi, et en fait la place de l'intranet pour ça. Et je pense que, je sais pas si c'est quelque chose que vous partagez ou que vous rencontrez auprès de vos prospects. Je laisserai Paul compléter sur la partie gouvernance, mais je vais rebondir sur un aspect que tu soulignais, qui était notamment de se dire, c'est vrai qu'assez spontanément, des prospects, des clients manifestent l'intérêt d'avoir un intranet sur les logiques de contribution. Et donc, ça va être ces équipes RH, ces équipes de communication. Je veux relayer plus facilement mes communications. Je veux avoir quelque chose qui est beaucoup plus audiencé, beaucoup plus segmenté. Des choses que vous connaissez très bien. Là où je pense que l'intranet, non pas va avoir un avènement, mais d'une manière évolutive, c'est de se dire, on va avoir encore ces porteurs de projets, c'est-à-dire ceux qui vont défendre, faire vivre
le sujet en interne, donc ses fonctions RH, ses fonctions IT, ses fonctions com. Mais si on parle justement du sujet contribution, que j'apprécie tout particulièrement, c'est de se dire à chaque fois, c'était un peu le pré-gardé, de se dire la communication doit partir d'un département de communication interne. Je pense qu'également, ça doit vivre avec une certaine mouvance qui est contemporaine et de se dire dans n'importe quel département, il y a du savoir-faire, il y a des communicants. Ça peut être aussi bien quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise, qui veut manifester justement un savoir-faire. Et donc, je pense que le rôle demain des communicants dans une entreprise, c'est évidemment de produire une certaine information qui peut être corporate, un effet d'annonce à l'échelle de l'entreprise, mais également, c'est d'équiper, d'offrir des moyens aux opérations, aux métiers justement qu'évoquait Paul, et de se dire de manière très simple, c'est-à-dire je peux être un apprenti, par exemple, dans un département sales, marketing, ce type de choses-là, et j'aurai des moyens à contribution, évidemment, tout en mettant un peu, entre guillemets, les garde-fous, mais je vois véritablement ça comme une base d'outils modulaires ouvert à tout à chacun, et plus forcément de se dire la contribution, la conception d'actualité, d'événements, ce type de choses-là, doit être entre guillemets en accès privilégié sur la communication, la partie communication. Je vois Chloé faire la moue, et du coup je suis obligé, Chloé, de te demander. Alors effectivement, c'est bien que la contribution, ce soit pas que autour de la com, parce qu'effectivement, il y a des métiers qui veulent partager, et d'ailleurs, souvent, c'est les RH aussi qui peuvent prendre le sujet. Par contre, on voit aussi beaucoup que oui, il y a la contribution qui est faite par les métiers les premières semaines. Et après, ça s'essouffle, et c'est fini, on a perdu cette idée de les métiers contribuent, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que justement cette contribution, elle reste dynamique et que l'intranet, il vive dans le temps, en fait, et que ça soit pas juste un effet de mode, on l'a lancé, on a eu 1 mois de contribution et maintenant on a perdu tout le dynamisme, en fait, de notre plateforme. Peut-être justement là-dessus, effectivement, c'est peut-être le point que j'ai essayé d'évoquer au début sur le fait d'arriver à intégrer les métiers qu'on veut inclure derrière dans la vie de l'intranet dès le début, parce qu'en général, ils sont quand même souvent oubliés en phase, on va dire, d'avant-vente ou pour essayer de définir un petit peu les objectifs de l'intranet. Et c'est souvent un petit peu ces objectifs ces personnes-là qui sont pas incluses dès le début. Mais on a quand même des objectifs d'usage, etc. Donc de ces personnes-là. Donc ce qui parfois, en fait, je pense qu'il y a un décalage entre les objectifs et le fait et la réalisation derrière. Donc nous, ce qu'on voit, c'est la clé. C'est pour ça qu'on parle pas mal. Enfin, nous, on essaie aussi de beaucoup plus axer notre discours autour des cas d'usage pour montrer un petit peu quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les entreprises qui arrivent sur le long terme à garder on va dire un intranet qui est vraiment utilisé par ces équipes-là, pas uniquement la com et les RH. Et je te rejoins complètement sur ce point. En effet, si on restreint justement à la pure logique de communication, de contribution, en effet, le soufflet va retomber. Donc je ne vais pas dire que la clé du succès, mais là où il faut également s'intéresser, c'est de comprendre sur les métiers, avec ou sans intranet d'ailleurs, quelles sont la nature de leur job, leurs prérogatives, s'intéresser à leur quotidien et de se dire, dans mes fonctions sales, marketing, CSM, etc., je dois consulter tel type de document. Ce type de document, je vais chercher tel type d'information. Et donc déjà de calquer véritablement sur la compréhension, je ne vais pas dire des usages, mais la compréhension un petit peu de la routine quotidienne et le type de choses. Et après, c'est de se poser la question, dans quelle mesure mon intranet, oui ou non, d'ailleurs fonctionnellement, peut tâcher d'y répondre pour m'aider à accomplir, soit de manière plus rapide ou plus efficace, justement, certaines choses. Donc ça peut être consulter une procédure, ça peut être consulter une FAQ, ce type de choses-là. Et en effet, ne pas restreindre ça purement à la logique de communication et de contribution. Je te rejoins totalement là-dessus. C'est le rôle du partenaire ou de l'éditeur d'aller à cette finesse d'identification des cas d'usage comment aujourd'hui, dans un projet Powell classique, on va dire, comment ça se passe justement vous, c'est côté produit, j'imagine qu'il y a nécessairement ce besoin de comprendre le métier, mais il doit y avoir aussi un rôle côté partenaire de cadrer, d'adapter. Ça se passe comment un projet Powell ? Je dirais sur affiner, documenter, faire émerger ces logiques de cas d'usage, je pense que c'est là en fait où la combinatoire entre un éditeur et un intégrateur prend tout son sens. Parce que typiquement, l'intégrateur peut avoir l'antériorité de la relation en termes de connaissance de l'entreprise, de ce type d'enjeu, et également nous complémenter ça avec ce qu'on observe via une base clientèle sur laquelle nous, on va chercher à creuser, documenter, faire émerger des logiques de cas d'usage. Et donc, c'est en ça qu'on fait véritablement converger un petit peu ces deux discours. Et de se dire,
je pense qu'on ne peut pas considérer une entreprise A qui opère dans un secteur B versus une entreprise qui va dans un autre secteur, de se dire, nous, on pense qu'une digital workplace doit servir à ce type de choses-là. S'intéresser justement à la taille de l'entreprise, s'intéresser, on parlait un petit peu des opérations quotidiennes, et également le secteur d'activité. Et donc, étant donné qu'on tâche, nous, de faire la boîte à outils modulaire la plus complète possible, évidemment, on ne va pas pousser les mêmes tiroirs selon la nature des secteurs d'activité dans lesquels on opère. Pour prendre un exemple très concret, que j'aime bien souvent citer, qui est assez empirique, assez illustratif, le secteur public. Il se trouve qu'on a une grosse empreinte dans ce marché-là, donc différentes entités territoriales, conseil général, régional, etc. Aujourd'hui, il y a une tendance de fond, c'est-à-dire que il y a justement des logiques d'économie, de regroupement. Je crois que c'est aujourd'hui que M. François Bayrou va annoncer son plan de 40 milliards d'économies. Au-delà de l'anecdote, c'est vrai qu'on vit de plus 15 juillet. On vit de plus en plus dans, par exemple, des organisations qui vont se regrouper. Et derrière ça, c'est de dire, OK, mais moi, j'avais différents sites, j'avais différents espaces. Comment demain, je vais avoir quelque chose qui reflète ça, qui va être dynamique, qui va être modulaire, et sans se dire, on avait investi tellement d'argent sur ce type de solution, sur ce type d'approche, et donc avoir quelque chose qui reflète mon évolution organisationnelle. Car l'entreprise ou l'administration que je suis aujourd'hui ne sera pas forcément la même demain. Et donc, je dirais que la stack IT, dont fait partie l'intranet, doit complètement refléter dynamiquement mon évolution organisationnelle. Puis il y a aussi, je pense qu'il faut, la responsabilité en tant que partenaire éditeur, c'est de retourner le problème. En fait, il y a beaucoup de clients qui commencent par le paradigme technique. Est-ce que la plateforme va me permettre d'avoir de la customisation? Est-ce qu'elle va être évolutive, etc. En fait, ce que j'aime bien dire aux clients, c'est qu'en fait, on s'en fout un peu de la stack techno, parce qu'on sait faire des intranets aujourd'hui. C'est pas un débat, que ce soit du SharePoint ou avec un éditeur comme Powell. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est de réfléchir sur ce qu'on va faire de l'intranet derrière, et c'est plus aussi raisonner en termes de stratégie de communication, mais plutôt stratégie d'engagement. En fait, sur la com externe, ce que les entreprises elles font régulièrement, c'est pas pousser de la com pour pousser de la com et faire de la promotion. C'est derrière, qu'est-ce qu'ils arrivent à générer en termes d'engagement avec leur communauté, que ça soit mesurable par le biais de likes, par le biais de commentaires, par le biais je sais pas, de détection de leads, ce genre de choses. En fait, il faudrait avoir la même logique en interne. Qu'est-ce qui va générer de l'engagement dans ma stratégie d'intranet? Et encore aujourd'hui, même avec les nouvelles plateformes, etc., les clients pensent d'abord stratégie de communication, et du coup, ça silote directement le schéma de pensée, stratégie de communication, actualité, documents, procédures, terminé. Alors, si on raisonne plutôt en stratégie d'engagement, ça ouvre en fait les chakras sur des cas d'usage qui étaient jusqu'à 4-5 ans en fait pas encore disponibles, tout ce qui est, je pense notamment à la gamification ou boîte à idées, ou toute chose en fait qui va faire en sorte qu'il va y avoir en fait de la communication ascendante et pas juste descendante, portée par une communication ou par les ressources humaines uniquement. Je pense que c'est un principal enjeu au-delà de juste la plateforme techno. Et le deuxième enjeu derrière, c'est qu'est-ce qu'on cherche à mesurer aussi. Tu disais, et moi j'y crois aussi beaucoup, que ça ne doit pas être considéré comme juste un coût. Mais derrière, pour un CRM, par exemple, on sait très bien que l'outil il est là parce que ça va permettre de stocker de l'information client à l'intérieur. Derrière, on va pouvoir générer du lead. Il y a des vrais KPI derrière et un vrai ROI qui est potentiellement mesurable. Aujourd'hui, l'intranet, pas pour le CRM. Alors si, totalement, mais je pense que tu as le même problème sur le CRM. C'est que des fois, on l'a parce qu'il faut en avoir un, mais on ne l'utilise pas au niveau où ça devrait être utilisé, on mesure moins, et il y a plein de sociétés qui ont un CRM parce qu'on a dit que dans les entreprises, il fallait avoir un CRM, mais qu'on font pas le plein. Non, mais qu'on n'utilise pas le plein potentiel, je pense, en l'occurrence. Mais au moins, tu sais, même s'il n'y a pas le plein potentiel utilisé, en général, quand tu mets un CRM, où tu sais ce à quoi potentiellement tu peux aspirer avec ce CRM dans l'idéal, même s'il n'est pas pleinement utilisé par tout le monde. Et je pense que l'intranet, au-delà de juste j'ai poussé ma com, il faut que les entreprises réfléchissent à OK, qu'est-ce que je vais réellement en faire en fait? Est-ce que c'est de la stratégie de rétention de mes collaborateurs? Est-ce que c'est gagner du temps sur des process? Est-ce que c'est faciliter la vie de mes collabs? Ou comme il y a 10 ans, est-ce que c'est faciliter l'accès à mes différents outils en fait de Microsoft 365? C'était aussi ça l'enjeu il y a 10 ans. Kevin, je crois que tu avais une petite question sur le forum de Ledav qui demandait... Il part bien, Paul? Non, c'est quoi votre plus gros challenge côté produit? Côté Powell, du coup, notre plus gros challenge côté produit, je pense que ça va être justement d'arriver à bien comprendre ces enjeux-là. Donc il y a la phase d'avant-vente dont on parlait avec
le rôle à la fois du partenaire et de l'éditeur. Et il y a aussi une grosse phase par la suite, justement, on parlait du fait de pouvoir mesurer dans le temps et de continuer à avoir un usage. Et donc pour ça, nous, notre plus gros challenge, ça va être plutôt d'arriver à centraliser tous les retours et de les collecter, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile aussi de toucher directement l'utilisateur final de notre côté. Vu que nos interlocuteurs principaux dans les entreprises, ça va plutôt être justement les équipes IT, les équipes com ou RH. On va pas directement avoir accès à l'utilisateur final pour essayer de comprendre ses usages, ses enjeux et comprendre les vrais enjeux business. Donc c'est pour ça que on travaille beaucoup en interne avec les équipes, que ce soit en avant-vente ou en après-vente, pour comprendre ces enjeux. On parlait de KPI pour pouvoir mesurer les ROI tout à l'heure. C'est des choses qu'on essaye de suivre et de mettre en place dès le départ pour essayer d'aller plus loin et de comprendre comment nous, on peut apporter des nouvelles fonctionnalités. Mais je dirais que je pense qu'on n'est plus vraiment dans une course à la fonctionnalité aujourd'hui. On est sur un marché qui est quand même relativement mature. Donc on ne va pas forcément se différencier sur la nouvelle fonctionnalité ou le nouveau module qui va faire la différence, parce que finalement on propose un petit peu tous les mêmes choses, mais ça va être comment justement on arrive à démontrer que ce qu'on propose apporte de la valeur, apporte un ROI et de l'engagement auprès de collaborateurs. Nous, notre but finalement, c'est vraiment que ce soit, qu'on réponde à la fois aux enjeux des DSI, communication, Exactement. mais de l'utilisateur final. C'est ça. métiers. Et donc nous, notre enjeu le plus compliqué, je pense, pour répondre à la question, c'est d'arriver justement à comprendre les enjeux vraiment métiers, donc des utilisateurs finaux. Voice of Customer, mais Customer final, quoi. C'est ça. Et puis pour compléter rapidement par rapport à ça, je pense que l'un des gros enjeux, c'est de tendre vers de la simplicité. Alors derrière ça, c'est un grand mot, la partie simplicité, mais c'est véritablement offrir un continuum d'expérience au niveau des collaborateurs et pas de se dire tiens, j'ai une liste à l'après-vert de fonctionnalités qui ont l'air relativement sophistiquées et sur lesquelles j'ai du mal à l'instant T, lorsque je me log, lorsque je vais être sur mon intranet, à capturer la valeur de suite. Et je pense que ça va être d'autant plus important, il y aura d'autant plus une primauté à l'usage du end-user, du collaborateur, avec toute cette population de Gen Z, de millennials, etc., qui sont habitués dans leur quotidien à avoir des outils qui sont méga intuitifs. Et donc, l'enjeu pour un éditeur de logiciels, c'est d'avoir, je dirais, cette souple balance, cette agilité entre reprendre certains codes du B2C sans tomber dans le Facebook Workplace. On a vu ce que ça donnait. On était davantage dans un réseau social d'entreprise, tout en ayant les Feuillammer. Vive Engage. Et tout en alignant ça, en fait, avec la manière dont je cherche à inscrire des objectifs business, des objectifs organisationnels dans ma digital workplace. Mon propos derrière ça, c'est que à partir du moment où ça va apporter une certaine friction, une certaine complexité dans la compréhension, la capture de ce que moi je vais en retirer en tant qu'utilisateur, c'est là où on se pose véritablement la question. Tu veux dire que la mosaïque à la Office est finie aujourd'hui pour la génération Z? Le catalogue de features de on sait pas quoi. Je saurais pas dire, mais il faut véritablement avoir cette balance. Et pourquoi c'est important? Rétention des talents. Rétention des talents dans ces organisations. Et d'autant plus, nous qui avons une empreinte sur parfois des industries qui peuvent être un peu régulées, que ça peut être dans le secteur public, la pharma, ce type de choses-là, c'est d'autant plus important d'avoir cette rétention des talents. Ouais. Je vais rebondir, Paul, sur un de tes propos, et je vais te donner la main à Chloé, parce que tu as dit on n'est plus dans la course à la fonctionnalité. Mais il y a le sujet de l'IA. Ouais. Il y a le sujet de l'IA. L'éléphant dans la pièce. Voilà, exactement. On s'était préparé quelques enjeux qu'on avait en tête sur le monde de l'IA et la modern workplace, donc on va prendre, je pense, un peu le temps là, qui arrive sur ça. Chloé, les grands enjeux qu'on s'était dit. Les grands enjeux qu'on s'était dit, c'est la gouvernance de la donnée, déjà. C'est un point hyper important, et d'autant plus avec Copilot M365. Et comme vous avez un outil Poel Governance qui s'occupe aujourd'hui du niveau au-dessus, qui est plutôt au niveau site et au niveau équipe Teams, comment est-ce que vous voyez du coup la suite, si on peut dire, ou aller plus loin et pouvoir préparer l'arrivée des agents de Copilot M365 avec un outil de gouvernance ou avec d'autres fonctionnalités qui permettraient vraiment cette partie-là, gestion des données? Ouais. Alors peut-être, je pense qu'on a déjà une première partie de la réponse dans nos solutions de gouvernance. Effectivement, comme tu disais, on a un peu les containers dans lesquels sont stockées les données, donc les sites SharePoint ou les Teams.
On rajoute les OneDrive à la fin du mois d'ailleurs aussi pour plus de complétude, on va dire, de tout ce qui. On a tout même ce qui est droit à sur, des sneak peeks. Ah, il arrive à glisser sa roadmap produit. Mais on a une partie documentaire, donc où on va aller essayer d'identifier, alors plus sur des sujets de gouvernance, on va dire sur l'accès à tel ou tel document, ou alors éventuellement le fait que on peut avoir plusieurs versions d'un même document, et du coup, pour l'IA, on sait que la clé c'est la qualité de cette donnée-là, donc le fait d'avoir plusieurs versions, ça va faire que le bot Copilot va potentiellement avoir des informations contradictoires pour proposer une réponse. Donc ça, c'est des enjeux qu'on traite déjà et sur lesquels on essaye d'avancer et d'avoir plus de possibilités. Et sur l'oversharing? Et ben justement, ouais, alors ça c'est sur la partie plus document, mais sinon sur la partie agent en tant que tel, on sait que du coup maintenant c'est quand même un peu plus ouvert aussi aux équipes métiers. Je pense que ça va dans le bon sens par rapport à tout ce qu'on s'est dit précédemment. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de mesurer. Là, on est en train de finaliser des POC et des tests un petit peu là-dessus pour essayer justement d'apporter une overview de la gouvernance de ces agents. Parce que il y a beaucoup de POC, il y a beaucoup de tests qui sont faits dans les entreprises. Tout va pas rester, tout va pas être poussé en prod ou en tout cas va pas être utilisé par les utilisateurs finaux. Donc nous, on a cet enjeu aussi d'apporter l'information. Dans tout ce qui est gouvernance, en fait, par le passé, notre enjeu, c'était de faire comprendre les risques. On avait des clients qui étaient très matures, qui, alors notamment, c'est un peu un cliché, mais en Allemagne, où ils savaient exactement ce qu'ils voulaient monitorer, etc. Mais on a eu quand même un enjeu d'éducation de nos clients pour leur dire, alors attention, là, par exemple, par défaut, c'est quand même mieux de configurer vos équipes en privé pour éviter que n'importe qui puisse avoir accès aux documents qui sont stockés à l'intérieur, etc. Et là, du coup, on a un peu le même enjeu autour de l'IA, que ce soit des agents ou de la data, pour essayer de faire comprendre que la qualité de la donnée, c'est la clé. Donc, effectivement, donner à manger à un agent, il va falloir que la donnée soit à jour, qu'elle soit accessible par les utilisateurs en question. Et donc, il y a un travail, ça ne se fait pas tout seul finalement. Et donc, c'est aussi à ça que sert notre solution de gouvernance, et en tout cas la vision qu'on a pour la suite. Ça va être pas mal de se recentrer autour on peut devenir Copilot ready quand on a Powell. Ouais, c'est l'objectif. Tout à fait. Okay. Après, on a aussi, sur notre vision de l'IA, on a tout un pan autour de la gouvernance, mais on a aussi ce qu'on essaie de faire finalement, c'est de la rendre un petit peu invisible entre guillemets dans l'intranet, c'est-à-dire on parlait de course à la feature, mais d'aller améliorer sur certains cas d'usage des usages existants, que ce soit sur la contribution, que ce soit sur, on parlait aussi de l'importance de la qualité de la donnée, potentiellement des métadonnées qui vont autour des documents qui sont publiés, des posts qui sont faits sur l'intranet, de faire en sorte que les métadonnées qui sont autour soient bien faites, pour aussi, en fait, il y a une fois que la donnée est existante, pouvoir bien la gouverner, mais au moment de la création, faire en sorte qu'elle soit directement de qualité pour bénéficier in fine à l'IA. T'as parlé de Kevin ? Ouais, en fait, pour la partie IA aussi, il y a beaucoup de clients en ce moment qui nous demandent d'intégrer par exemple des agents directement dans la partie intranet. Ouais. Normalement, l'intranet, c'est la bonne raison où, en tout cas, c'est le bon endroit où toutes les documentations, toutes les procédures doivent être finales et arrêtées. On se rend compte que beaucoup de clients... C'est pas le cas. C'est pas le cas. L'intranet, c'est un amas de documents qui ont traversé les âges et les différentes directions. Donc, je pense qu'il va y avoir un enjeu, comme Chloé disait là-dessus, en termes de gouvernance et de qualité pour avoir des quick wins en fait, assez rapidement avec l'IA. Et une autre question aussi, c'est plus pour avoir votre avis. Par exemple, l'intranet, on peut y accéder de différentes manières. Il y a le point d'entrée en mobilité, il y a le point d'entrée via Teams pour certains clients, il y a le point d'entrée sur le navigateur web, très classique. T'en parlais tout à l'heure, il y en avait certains old school qui mettaient ça en lancement navigateur internet. L'IA, est-ce que pour vous, ça peut être un point d'entrée, une solution de remplacement complètement de l'expérience utilisateur de l'intranet ? Comment est-ce que vous voyez ça, vous ? Je pense que un pincement de lèvres qui fait des... Il y a de l'enjeu dans la réponse. J'ai un élément de réponse, mais je suis très curieux d'entendre Paul là-dessus.
Non, je pense que c'est un autre mode de consommation finalement en termes d'usage. Alors aujourd'hui, on peut commencer à faire des actions, à aller récupérer de l'information via du coup une interface plutôt de chat. Aujourd'hui, peut-être que demain ce sera autre chose, hein, je pense d'ailleurs personnellement. Mais du coup, je pense que c'est juste s'adapter à l'utilisateur final. On va avoir des utilisateurs qui vont être beaucoup plus enclins à utiliser ces interfaces de chat et d'autres pas du tout. On parlait de multiplicité aussi des agents. Je pense qu'il y a un enjeu aussi de point d'entrée unique sur le fait de pouvoir aller interroger alors Copilot ou une autre solution, mais en tout cas son assistant IA, et de pouvoir être redirigé vers la bonne donnée ou que l'agent puisse prendre la bonne action. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on revient un petit peu sur le même sujet des cas d'usage, et ce qu'on essaye de travailler en tout cas avec les clients qui mettent en place ou Copilot ou avec ce qu'on propose nous chez Powell, ça va être de travailler précisément des cas d'usage assez restreints. Et de commencer, vous proposez quoi du coup chez Powell pour expliquer la comparaison? Ouais. Le buddy chez vous, c'est... Ouais, alors comme je disais, il y a une première partie qui va plutôt être directement invisible et intégrée dans les fonctionnalités de l'intranet. Et après, ça va plutôt être en fait un petit studio à agents qui va permettre d'aller définir la base de données sur laquelle on veut que l'agent se base, un petit peu une sorte de Copilot Studio finalement, mais qu'on essaye de vraiment intégrer dans l'expérience de l'intranet. Okay. Et de rendre accessible aussi potentiellement via d'autres points d'entrée, mais en tout cas de catalyser le savoir-faire et la connaissance de l'entreprise dans des agents en ayant un point d'entrée unique. Donc ça va plutôt être des agents qui sont disponibles directement dans l'intranet ou depuis Teams pour aller chercher de la donnée, ou maintenant depuis peu prendre des actions du coup. De votre côté, vous avez donc le Powell Buddy, c'est ça le nom de l'assistant IA qui est présent. On peut l'appeler depuis Copilot? On peut pas encore l'appeler depuis Copilot. C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. On a un petit peu justement une approche de... alors si vous utilisez déjà Copilot, notre solution de gouvernance va vous permettre d'aller plus loin et de bien maîtriser le déploiement de Copilot. Ou alors nous, on va pouvoir vous proposer aussi quelque chose de clé en main qui correspond peut-être plus à des enjeux vraiment centrés sur l'intranet, de mise en avant de la connaissance de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, votre Powell Buddy, il est vraiment concentré sur l'intranet? On peut y accéder directement. Ou on peut le connecter à plus de sites que ça? Ouais, on peut le connecter. Alors aujourd'hui, on a des bases de données, on va dire, plutôt fixes, ou alors on va aller indexer du contenu qui va être effectivement directement sur SharePoint ou dans des blob storage, où il y a différents types de connecteurs. Et là, depuis peu, du coup, on peut s'interfacer avec quasiment n'importe quel outil. Finalement, on peut aller... Nous, on a fait un petit test là avec notre solution de prise de congé, de gestion des absences, etc., qui s'appelle Lucas. Et donc, on a la possibilité petite solution, on peut en fait finalement demander de poser un congé, demander de savoir si un collègue est présent ou non aujourd'hui. Et donc, notre objectif, c'est de pousser, d'aller un petit peu plus loin sur le fait de proposer de manière plus ou moins clé en main des usages autour de ça, donc de pouvoir forcément être interfacé avec ce qu'on propose comme fonctionnalité dans l'intranet, par exemple réserver son bureau pour la journée où demain toute l'entreprise vient au bureau pour pas être dans un canapé à l'étage du tout. Et aussi du coup s'interfacer avec les outils métiers. Donc c'est pour ça qu'on revient toujours sur l'histoire des cas d'usage et des besoins métiers. Et du coup il y avait une petite question de Ledecky, mais que je vais reformuler un peu. Il nous disait, est-ce que Copilot justement ne remplace pas la gouvernance offerte par Powell? Et j'irais même plus large, est-ce que Copilot ne remplace pas l'intranet demain? Est-ce que la vocation de Microsoft, c'est pas d'essayer de tout mettre, les questions sur les congés, etc. On sent que MS commence à verticaliser un peu d'agents, des templates. Ouais, d'avoir plus qu'un seul canal. Que certains détruiront très vite, mais peu importe. Dédicace à Romain du coup parce qu'il y a eu le débat dernièrement. Voilà, est-ce que on voit que Nadella a dit Copilot il dit UI for AI, le point d'entrée unique. Est-ce que il essaye pas de tout englober dont l'intranet dans Copilot? Comment vous voyez la concurrence Copilot ou la complémentarité?
Je ne sais pas si j'ai tous les éléments de réponse, mais déjà, ce que j'observe, et pas mal de chiffres tendent à le démontrer, c'est qu'aujourd'hui, on va rester quand même sur des logiques un peu d'expérimentation, justement sur les logiques d'agents, et qu'aujourd'hui, peu d'organisations aujourd'hui ont mis en place ces agents, entre guillemets, at scale de l'organisation. Et derrière ça, il y a un deuxième sujet. Je crois que c'était il y a quelques mois de ça, Microsoft communiquait sur le nombre d'agents qui étaient déployés justement via Copilot, était à peu près à 1 million d'agents via les logiques un peu de digital workplace, dont 25 000 pour une seule et même organisation. Et donc, il y a un vrai sujet, c'est de se dire, véritablement, nous on est dans le domaine de l'intranet, de la digital workplace, donc j'aurais pas la prétention d'avoir un discours plus global au niveau des agents qui dépasse ce cadre-là, mais de se dire, c'est quoi, quels sont les agents véritablement qui m'apportent une logique d'usage, quels sont les agents qui vont m'apporter de la productivité, quels sont les agents qui vont également valoriser mon savoir-faire. Aujourd'hui, les entreprises, les organisations développent énormément de ressources par rapport à ce savoir-faire, cette documentation qui peut être dans des librairies SharePoint, etc. Mais comment je vais le rendre dynamique? Comment je vais pouvoir l'interroger? Et modestement, nous, ce qu'on tâche de faire justement via ces logiques d'agents, la manière de les audiencer, la manière de les indexer, c'est de se dire, il peut y avoir en effet plusieurs portes d'entrée, ça c'est un sujet, mais aussi de se dire quelle est la finalité. Comment demain je vais créer un agent qui va m'aider côté département sales et ou marketing, ce type de choses-là. Et ce qu'on observe, quand bien même Microsoft essaie d'avoir une certaine verticalisation au niveau de ce discours, néanmoins, il manque, je pense, cette passerelle, ce discours au niveau des cas d'usage sur la manière dont des fonctions IT, des fonctions com, des fonctions RH sont capables d'être équipés avec un discours pour dire aujourd'hui, vous demain, département sales, département marketing, vous êtes capable, je suis capable de vous apporter une certaine valeur via la digital workplace avec des agents qui sont complètement thématisés. Parce qu'on pense que cette logique horizontale, elle est vraie à plusieurs égards. Ce sont ces gens-là, ces départements qui ont la connaissance du savoir, qui ont la connaissance de dire ça, c'est le bon document de référence, par exemple pour faire un appel d'offres, par exemple pour faire une roadmap marketing, ce type de choses-là. Et donc derrière ça, c'est d'avoir ce discours qui aujourd'hui, je pense, est manquant et qui est l'un des enjeux de tout éditeur de logiciels, dès lors qu'il va chercher à mieux monitorer, déployer, suivre ce type d'agent, de se dire quel est le type de valeur pour qu'on ne tombe pas dans la prolifération des agents. Et d'ailleurs, selon les grands analystes, un peu le grand danger qui nous guette, ça va être la logique de prolifération des agents, qui est capable de créer mon agent, etc. Et tout ça, ça se conjugue aussi avec toutes les offres de MS qui, de manière assez logique, assez agressive, assez commerciale, poussent à la création par tout à chacun de ces logiques d'agents. Et donc, c'est là où, en fait, où ça fait la jonction, où on pense qu'on a une partie de la réponse via Powell Governance, pas toutes, on a encore des choses à faire par rapport à ça, mais l'un des grands enjeux au niveau, je pense, des orgas sur la partie agent, demain, ce sera sur ces logiques de prolifération des agents, etc., lesquels servent véritablement à des logiques business versus ceux qui sont davantage soit inutilisés, soit n'apportent aucune valeur par rapport à mon organisation. Donc, ne pas tomber dans l'agent ou trois. On se retrouve en fait exactement comme à l'époque de Teams, où Teams est arrivé, prolifération des équipes Teams, comment est-ce qu'on s'en occupe. Et en fait, pour moi, Microsoft, il a toujours le discours du consommer. Et c'est le rôle des partenaires, comme ExpertTime par exemple, de justement apporter ce côté usage, valeur ajoutée, etc. C'est déjà ce qu'on fait. Et du coup, je pense qu'à court terme, il n'y aura pas forcément de remplacement de l'intranet parce que les performances aujourd'hui des agents, elles ne sont pas là. Donc de toute manière, on ne trouve pas le résultat qu'on veut, donc ça ne sert à rien. Chloé s'est positionnée. L'intranet n'est pas mort. Mais à long terme, je pense que la question se pose vraiment. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui, pour autant, pour moi, il y a un enjeu hyper important de l'intranet, c'est l'accès aux documents aussi et à l'information plus largement. Comment est-ce qu'on valorise l'information pour qu'elle soit vue, pour qu'elle soit consommée, etc. Comment est-ce qu'on valorise les documents pour qu'on les voit? Powell, là-dessus, a toujours été un petit peu en avance grâce à la barre de recherche, aux filtres, etc. Il manque énormément dans SharePoint. Que pour retrouver, si on ne sait pas où c'est précisément, dans quelle bibliothèque dans SharePoint, on ne s'y retrouve pas. La barre de recherche, elle est terrible, donc on le sait. Donc ça, pour le coup, Powell, c'est vraiment un avantage pour cette partie-là, mais c'est vrai que demain, avec l'IA, en fait, on peut se reposer la question de quel va être l'avantage, parce que quand ça sera suffisamment performant, avec un agent, avec Copilot, on va retrouver hyper facilement les infos. Là où je te rejoins, c'est plus, tu sais, quelle porte d'entrée pour quel usage, tu vois. Et par exemple, on parlait de la partie mobile tout à l'heure. J'avais beaucoup de clients à l'époque quand ils voulaient... là, c'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque, quand ils voulaient avoir une version mobile en fait, de l'intranet, j'en avais certains qui me demandaient mais c'est nul, la partie mobile, on peut pas faire de la contribution directement depuis l'app. Je leur demandais, mais
pourquoi faire en fait? Qui fait ça? Est-ce que c'est vraiment un cas d'usage qui est viable depuis son iPhone, à l'époque iPhone 4, iPhone 5, en fait, de faire de la contribution de news en mobilité? Dans quel monde ce cas d'usage fonctionne? Et en fait, je pense aussi que l'interaction par le biais d'un copilot, par exemple, qui est une expérience de chatbot où on tape du texte, en fait, ça va clairement apporter énormément de gains pour de la recherche d'informations ou avoir peut-être même certains process. Là, je vois le message d'Irieux. Est-ce qu'il serait possible de mettre les activités RH type note de frais, jour de congé, etc. Donc pour tout ça, en fait, l'intranet, honnêtement, il n'y en a pas besoin. Mais par contre, on va couper tout un tas d'expériences, et on parlait de la politique d'engagement tout à l'heure, stratégie d'engagement qu'il faut mettre en avant. C'est pas Copilot en fait qui va régler. En tout cas, moi, à date, c'est ma conviction, c'est sujet d'engagement. Ça doit être pris par l'entreprise. Et le média que propose Copilot aujourd'hui, il n'est pas adapté pour porter à lui seul en fait toute la politique d'engagement d'une entreprise. Et je pense que l'intranet, en tout cas à date et même dans les quelques années à venir, si les entreprises mettent bien le curseur sur ça, alors il y a de la place en fait pour les deux, il y a une complémentarité. Mais par contre, si effectivement ça se limite que juste à un enjeu de com et de repository de documents, en fait, oui, Copilot peut largement remplacer en fait, ce genre l'intranet n'est pas mort, mais il va falloir qu'il s'adapte pour survivre. En fait, je pense qu'il y a un sujet, on parle d'intranet versus Digital Workplace aussi à un moment. Enfin, si on revient sur la définition du terme, voilà, sur l'étymologie, l'arlésienne. Mais je pense qu'il est aussi le cœur du débat, parce que quand on parle de fonction RH, de support, etc., c'est jusqu'où va la Digital Workplace. Enfin, en tout cas, plus loin que là où s'arrête l'intranet. Et du coup, ça peut être l'enjeu aussi. Chez Powell, c'est quoi la vision? Jusqu'où vous allez vous enrichir fonctionnellement? Est-ce que vous continuez de redéfinir ce que doit être la Digital Workplace en rajoutant des domaines qui n'étaient pas à l'époque dedans, mais qui doivent l'être? Comment est-ce que ça évolue d'un point de vue périmètre fonctionnel, on va dire? L'engagement, ça fait longtemps qu'on a compris que voilà, la rétention, la communication, l'image de marque, c'était un des avantages d'une solution comme Powell. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres périmètres que vous allez chercher parce que ça devient la nouvelle Digital Workplace? Peut-être juste pour rebondir sur le débat d'avant. Non, tu choisis pas tes questions. Kevin, t'as dit une grosse bêtise. J'ai pas eu la chance de me positionner sur... Je demande à pouvoir choisir ma question après. Exactement. C'est la fameuse carte Joker. C'est son Joker. C'est mon Joker. Je préférais celle d'avant. Non, mais j'ai pas eu la possibilité de dire que je suis pas forcément d'accord avec Satya Nadella, même si c'est... Voilà. Non, mais je pense qu'il y a quand même peut-être enfin, je pense qu'on se trompe quand on parle d'IA, on pense beaucoup à justement une interface de chat, là où en fait il y a quand même deux enjeux qui sont vraiment distincts. Il y a la technologie et ce qu'elle va pouvoir permettre d'apporter, et l'interface homme-machine aujourd'hui qui est beaucoup catalysée par le chat. Ouais. Et du coup, je pense pas que alors c'est ma position personnelle, mais je ne pense pas que l'interface homme-machine de chat va remplacer l'intranet. Mais plutôt, nous, notre vision chez Powell, en tout cas, c'est d'infuser la nouvelle technologie, enfin les possibilités que peuvent apporter l'IA dans l'intranet, enfin dans la Digital Workplace dans son ensemble. Donc ça va être l'intranet classique, le portail SharePoint qu'on va utiliser au quotidien, mais aussi du coup via des interfaces de chat, finalement pour s'adapter, encore une fois, à l'usage de l'utilisateur final. On sait que, on parlait aussi d'histoire générationnelle tout à l'heure, mais par exemple, la consommation d'une information descendante, elle va pas forcément être faite via un chat, parce que c'est plutôt là l'utilisateur qui, lui, va faire une demande ou va demander de l'information, contrairement à une interface où là, ça va plutôt être dans l'autre sens, plutôt top-down. Donc, l'IA, je pense qu'elle s'infuse dans différents modes de consommation en termes d'interface, mais qu'il ne faut pas qu'elle soit limitée uniquement à ce qu'on voit dans un chatbot, parce que je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ce sera déjà probablement plus l'interface la plus utilisée pour interagir, en tout cas avec des modèles de langage derrière. Je suis totalement en accord avec ça. Enfin, non, mais c'est souvent un des débats que j'ai, notamment depuis l'avènement de l'IA générative. On ne voit que du chat, que le côté conversationnel, mais le côté moteur transfo, workflow derrière est tout aussi important, et encore plus pour nos organisations, pour l'intégration avec les SI. Mais celui-là, il est masqué. Mais moins visible. Il y a une grosse part du travail qui va se faire là, ça j'en suis convaincu. Et je pense qu'il y a également une dimension collective auquel l'IA ne peut pas forcément répondre aujourd'hui. Je m'explique.
au-delà des logiques de communication interne, de contribution, etc., lorsqu'on décide, l'une des vertus, je pense, d'un intranet, c'est de pouvoir pousser, stimuler justement aux meilleures pratiques que cherche à pousser l'organisation en interne, de se dire aujourd'hui, je veux éviter au maximum que vous collaboriez via des chaînes d'email, ce type de choses-là. Je souhaite que la collaboration se passe sur Teams afin d'avoir quelque chose de plus vertueux, que je puisse monitorer ce type de choses-là. Et si demain, on a un full basculement, entre guillemets, c'est-à-dire on éradique complètement la partie intranet et on bascule sur une logique, une porte d'entrée unique qui va être côté IA, et là, en fait, on va revenir à, je pense, une logique d'individualisation sur la manière dont je vais pouvoir interagir avec des collaborateurs, avec du savoir, ce type de choses-là. Et donc, l'une des vertus, je pense, à combiner cette partie agent et cette partie intranet, c'est toutes les meilleures pratiques de collaboration que je cherche à pousser via mon intranet, via ma digital workplace, et propulser, dynamiser par ces logiques d'agent. L'un des exemples les plus parlants, c'est lorsqu'on parle de gamification. Souvent, c'est toujours vu avec un côté un peu enfantin de se dire « tiens, on peut avoir des kudos, des badges, etc. » La gamification, c'est une réponse à un enjeu. L'enjeu, c'est de reward, de collaboration, de récompense. En fait, c'est ce que je cherche à pousser en termes de meilleures pratiques de collaboration. Et en fait, la logique de badge, de kudos, etc. n'est que la réponse, c'est pas du tout une finalité. Et donc, un intranet, ça doit refléter les meilleures logiques de collaboration que je cherche à pousser au sein de mon organisation. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est une vision que j'avais pas eue de Copilot, de dire c'est vrai, en même temps, ça va t'enfermer avec lui. À un moment, oui, il répondra toujours aux questions que tu as, mais comme tant que l'IA générative, en plus, ne sera pas proactive, ce qu'elle ne sait pas faire aujourd'hui, c'est proactivement se déclencher tout seul. On commence à avoir les agents autonomes, mais globalement, avoir cette intelligence de venir vers toi, de faire de la stimulation, on perd une partie du rôle. Et surtout, là où j'aurais pu aller voir un collègue pour susciter, comme tu dis, une collaboration, dans Copilot, je vais me limiter à lui, me dire, bon, il n'a pas la réponse, tant pis, et puis peut-être oublier que le collègue d'à côté l'aurait, par exemple. Il y a même un autre truc, si tu parlais tout à l'heure des millennials et des Gen Z, j'avais vu une étude, c'était le site Gen américain Z, de Verge. Génération Z. Génération Z, c'est ça. J'essaie de le mettre. Et du coup, il y a un site américain qui s'appelle The Verge qui avait fait une étude et qui avait interrogé pas mal d'universitaires, en fait, de professeurs, qui disaient que en fait, la génération Z en fait, ne sait plus rechercher des documents. En fait, le concept même d'arborescence, de documents, etc. Et ils ne connaissent pas parce que du coup, c'est une génération TikTok. Donc en fait, le contenu il doit être là. Il doit être là, sinon pour eux, ils ne le trouvent pas. Il doit être poussé. Donc il y a ça. Et il y a aussi. Et on doit le lire sans réfléchir. C'est ça. Ça fait peur. Et il y a un autre sujet qui me tient. L'assimilation de la connaissance. Justement, il y a un autre sujet qui me tient à cœur là-dessus, c'est aussi la rétention de l'information en fait. Parce que mine de rien, l'intranet, avec sa logique de navigation, sa logique de structuration en fait, des pages, etc., c'est un moyen aussi aux collaborateurs de mémoriser, de retenir en fait, différents aspects de son organisation, comment est structurée sa direction, les équipes, où sont rangés les contenus, et en fait la logique métier derrière tout ça, quand un intranet est bien fait. Ouais. Et il y a toute cette abstraction-là en fait, qui est faite avec, si on s'arrête juste à l'interface de chat de Copilot, puisqu'on pose la question... formation descend, mais par contre les liens en fait neuronales en fait qui sont habituellement faits quand on recherche, quand on est stimulé par la recherche, et ben ils y sont pas. Et je pense que à terme, c'est peut-être un gain de temps sur l'instant T pour un collaborateur, mais sur le moyen long terme, je pense que ça peut être une perte de repères pour les collaborateurs d'une organisation et même une perte pour l'organisation courte, parce qu'on a des collaborateurs qui savent unitairement en fait avoir les informations, mais ils n'ont pas peut-être la vision d'ensemble. Ça, j'avoue que et puis, t'as quelque chose aussi. Avec le côté je contrôle pas l'information, ce qui est terrible, on le voit côté IA générative aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'il y a dit vrai. Et du coup, on ne remet plus en question, et c'est un peu le côté TikTok, je mange du contenu, et j'y crois. Et à une heure où on voit que beaucoup parlaient chez nous dans les têtes dans le cloud des deepfakes, des hallucinations, on perd un peu l'esprit critique de la donnée, de qui l'a mis là, pourquoi, est-ce qu'elle a été travaillée, est-ce que je peux lui faire confiance, et on se satisfait souvent de la réponse. On la trouve plus ou moins complète, mais on ne va pas chercher à savoir... on est encore à des temps de doute, je trouve, sur l'IA générative. On le voit, il y a encore de l'erreur. Ça dépend beaucoup de la donnée, on l'a dit, mais il y a beaucoup trop d'enjeux pour le croire comme tel, et pourtant, la nouvelle génération les croit comme tel. Et je pense que c'est là où Copilot seul ne peut pas suffire. Comme tu le dis, à un moment, montrer qu'il y a eu un travail d'organisation, d'archivage, il y a eu un tampon de l'entreprise sur la donnée. C'est aussi le rôle, certainement, de la Digital Workplace, de venir montrer que si l'assistant te répond, c'est que c'est structuré, tu peux y aller, tu peux faire confiance. Et oui, et
Pour rebondir là-dessus, à titre personnel, je pense qu'il n'est pas forcément productif, quand bien même une organisation peut avoir la latitude financière de le faire, de proposer à chaque employé de créer son propre agent. Je pense que ce serait une véritable erreur, ne serait-ce qu'au niveau de ce que je vais chercher à faire, ce que je vais chercher à contrôler, ce type de choses-là. Et lorsqu'on parle justement de prolifération des agents, c'est de dire, tiens, si demain j'ai la latitude de créer mon propre agent, que je vais faire justement interagir avec un système tiers. Donc après se posent les questions de DLP, de leakage au niveau de l'information, ce type de choses-là. Et l'un des gros sujets, je pense, qui va revenir en 2025, voire même en 2026, ça va être la modification des agents. C'est-à-dire toutes ces actions malicieuses, notamment tout ce qui via email, les prompt injection, qui peuvent complètement changer justement la configuration du savoir. Typiquement, je pourrais demander à mon agent, quel est l'IBAN de ce type de partenaire? Et justement, si demain j'ai mon copilot dans mes emails, via un email malicieux, je pourrais modifier cet IBAN, ou même se dire, toutes ces informations-là, je souhaite que tu le fasses partir sur un serveur externe, ce type de choses-là. Et l'une des premières réponses, je pense que ça va avoir non pas de se dire, il faut créer des agents à tout va, c'est-à-dire donner la liberté à chaque collaborateur de créer des agents, mais plutôt de se dire, à partir d'un besoin métier, il peut être au niveau de l'organisation, il peut être au niveau d'une équipe, il peut être au niveau d'un département. Qu'est-ce que je cherche à répondre? Est-ce que je cherche à rendre mon savoir-faire plus dynamique, plus interrogeable? Pourquoi? Pour gagner du temps là-dessus. Et donc s'interroger derrière ça plutôt que de se dire on a la possibilité et la latitude financière de créer des agents, donnons la possibilité à tout à chacun de créer un agent. Je pense que ce serait une grosse erreur. Et peut-être que ce ne sera pas du coup un agent, la solution finalement sera un flow, ou peut-être rien, ou peut-être juste un point, j'en sais rien. Enfin, effectivement, je pense qu'on a ce biais de dire on commence par le fait d'avoir des possibilités techniques pour derrière chercher des besoins fonctionnels. La problématique qu'on a nous beaucoup côté produit aussi, des clients qui viennent nous voir, on veut mettre en place des agents, on veut faire des POC sur l'IA. Mais pourquoi faire ouais, non, ça par contre, derrière, il n'y a pas forcément la réponse. Et donc du coup, notre rôle justement, ce que tu disais Mathias, sur justement peut-être des thématiques peut-être plus sectorielles, d'apporter des exemples, d'éduquer, parce que je pense qu'on est encore dans cette phase-là, sur des cas d'usage assez précis et de montrer la valeur. Nous, on peut voir des échanges avec nos clients. Puis c'est vrai pour l'intranet, mais c'est vrai en fait globalement, on vit quand même dans une ère où c'est stable en fait technologiquement, même si la partie IA générative et agent, ça pousse, ça bouge. Stable. Non, il y a une espèce de maturité en fait. C'est pas comme avant le cloud en fait quand on était sur du on-premise. Bon, même si la partie agent ça bouge toutes les semaines. Et en fait c'est l'usage qui doit primer d'abord avant de se dire il y a ce nouveau truc, il faut absolument que j'ai mon propre agent comme tu dis. Non, ça ne mène à rien. En fait, ça risque de créer une bulle en fait autour de ces sujets-là, de se casser la figure et après pour derrière ramer et pour retrouver l'adhérence des collaborateurs, ça va être compliqué. Et est-ce qu'aujourd'hui, chez Powell, l'agent, c'est votre quotidien? Enfin, comment ne pas se faire happer par le fait qu'aujourd'hui, justement, la vibe. Tout le monde veut des agents. Comment vous arrivez à garder le contrôle un peu de votre roadmap produit? Je sais qu'on en avait déjà discuté, Paul, mais ça doit pas être facile à une heure où les clients ne parlent que de ça et presque occultent les vrais sujets. Et est-ce que Powell est une solution pour faire des agents? Je pense pas que ce soit la manière la plus pertinente de nous définir, en tout cas sur la partie de l'IA. Ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est de répondre à des besoins dans la digital workplace. Si l'IA peut permettre d'y répondre mieux, on va dans ce cas-là aller là-dessus, mais pas forcément le rendre visible. En fait, on parlait d'interface tout à l'heure, mais il y a plein le fait de pouvoir consommer la donnée d'une certaine manière ou d'une autre. Je peux aller interroger mon agent si je suis à l'aise avec cette interface-là, ou alors moi en fait je veux juste accéder à l'information rapidement, donc je vais voir un petit résumé de la news sur mon téléphone, ou alors à l'inverse j'ai besoin d'avoir plus d'informations et je vais pas le consommer de la même manière. Donc ça va plutôt être sur les modes de consommation qu'on va essayer de travailler, et sur la partie agent ça va plutôt être sur les vrais sujets sur lesquels on travaille. Donc déjà, vu que vous disiez, il y a des évolutions toutes les semaines, voire tous les jours sur ce qu'on peut faire. Donc on a une nécessité de continuer à innover pour rester au top de l'innovation technique, de pouvoir... les grands sujets en ce moment, c'est de pouvoir facilement s'interconnecter avec des MCP serveurs pour bien communiquer avec d'autres agents ou avec d'autres types d'autres outils tiers. Et là, on va plutôt être sur continuer à rester sur le haut de la mêlée pour pouvoir bien s'interconnecter, toujours avec les outils métiers et répondre
pouvoir traiter les cas business qu'on a identifiés de notre côté, quoi. Ça doit pas être évident quand même côté éditeur, parce que tu vois, quand tu prends Apple par exemple, où d'un côté, eux, leur politique c'était plus l'usage d'abord. Ouais. Et en fait, la techno, même si on arrive deuxième, troisième, c'est pas un problème. En fait, même eux, ils se sont un peu pété les dents l'année dernière en disant, en fait, il y a une telle pression du marché sur c'est quoi votre réponse en termes d'IA, c'est quoi votre réponse. Tu chutes en bourse aujourd'hui si t'as pas exactement. Une réponse. Et février, les rumeurs de rachat de Mistral aujourd'hui. Mistral, je savais pas, je sais que c'est entre non, c'est Apple j'ai lu l'article, un des articles. Je sais qu'ils veulent racheter la boîte derrière Claude, j'arrive pas à tout prononcer le Anthropique. Non, mais ils ont parlé de Perplexity aussi. Enfin, il y aurait eu plusieurs approches, mais j'ai lu Mistral. Mais ils ont été obligés d'apporter, de brander quelque chose côté IA, etc. Donc là, même si derrière, comment est-ce que vous résistez face à... C'est quoi le discours que vous donnez face au... Est-ce que si Apple veut racheter Powell Buddy, on va discuter, mais ça se négocie. Non, mais on essaye de reposer sur les innovations du marché. Concrètement, on va pouvoir proposer, nous, en termes de modèles, tous les modèles qui sont disponibles globalement sur Azure. Ouais. Donc, ça nous permet de, par exemple, quand il y a DeepSeek qui avait fait le buzz, le lendemain, on avait DeepSeek dans Powell Buddy. Il n'y avait pas de problématique pour nous là-dessus. Donc on a cet avantage encore une fois, et qui peut aussi parfois être un inconvénient, mais de se reposer sur les innovations et pas mal sur du coup Microsoft. Mais après globalement c'est en discutant avec les clients, nous on a plutôt, on va dire quand même la stratégie d'Apple ou la rendre totalement invisible, mais de se recentrer sur la valeur finalement, parce qu'on estime que de toute façon il y a peut-être aussi un peu un effet, une bulle ou un effet le soufflet qui risque de retomber sur toute la partie agentique et de se dire, bon, nous on a des possibilités avancées là-dessus, venons discuter des cas d'usage et de comment on peut les mettre en place. Et assez régulièrement finalement, et c'est pas forcément la toute dernière innovation ou la toute dernière possibilité qu'un agent peut faire qui va les intéresser, mais quand même souvent les interactions avec les outils tiers qui reviennent pas mal. C'est la cohérence dans la digital workplace en fait. Ouais, c'est ça. Nous en fait notre savoir-faire c'est la digital workplace. On veut pas forcément devenir une usine à agents, même si on propose quand même beaucoup de choses autour de ça, mais on veut rester centré sur la valeur qu'on apporte sur la digital workplace. Bon, on va peut-être faire commencer la clôture petit à petit, mais une question qu'on n'aurait pas posée on a eu grosse partie du sujet sur l'IA, et c'est normal. Paul, tu peux choisir ta question. Non, c'est ta carte joker là, toi. C'est ta carte joker, toi. Kevin, Chloé, une question qu'on n'aurait pas posée. Certainement, il y en a plein, mais alors là, ça me vient pas là tout de suite. C'est plutôt bien, ça veut dire qu'ils ont plutôt bien répondu à nos enjeux. On voulait vous cuisiner un petit peu, mais a priori, vous êtes solide. On les a fait suer peut-être un petit peu, non, ça va, c'est pas trop vu. C'est ça, on a appris plein de choses. L'intranet n'est pas mort. Yes. Copilot ne va pas le remplacer tout de suite. On a compris qu'il y avait plein d'enjeux derrière. Attention à la création des agents. Attention à la création des agents. On partage les mêmes convictions. Usage d'abord, et ensuite techno dans un second temps. Et moi, si j'aurais à délivrer véritablement en fait un message final, il sera complètement édulcoré de tout discours, de toute sémantique par rapport à la partie IA. Tout digital workplace, tout éditeur intranet cherche à pousser justement de l'engagement, l'adoption, etc. Enfin, vous connaissez justement ce type de métrique. Mais par quoi ça doit passer ? Aujourd'hui, le constat de base, c'est de se dire que tous ces projets-là, en interne, ils sont portés par les RH, les communicants, l'IT, peu importe quelle va être la première porte d'entrée. Mais aujourd'hui, ces populations-là, ces fonctions-là sont démunies pour aller voir les fonctions métiers. Et donc, c'est le rôle, je pense, de cet écosystème qui gravite autour de la digital workplace, un intégrateur, un éditeur, etc., de se dire, on va vous offrir, entre guillemets, la passerelle de communication. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous étiez vu comme un centre de coût, chers communicants RH, etc., ce qui est faux. Et demain, vous serez équipé d'un discours, parce que ce n'est pas votre rôle de comprendre ce que font les sales, ce que font le côté marketing, mais de leur offrir des possibilités de productivité, de recherche, de connaissances, ce type de choses-là. Et donc, c'est là où je pense qu'on peut véritablement recentrer ces populations qui sont énormément challengées en interne, ne serait-ce qu'en termes de taille d'équipe, en budget, ce type de choses-là, et de se dire, demain, vous serez générateur de valeur et vous serez équipé d'un discours qui va aider vos fonctions sales marketing. Et donc, remettre ces fonctions-là comme orchestrateur de la digital workplace, quand là, c'est davantage vu comme les honneurs de la digital workplace. C'est véritablement, je pense,
à titre perso, c'est une conviction qui est assez forte pour moi. Oui. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui transpire dans le discours, c'est que nous on a nos casquettes d'experts IA, on en mange toute la journée, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui, qu'on va tout automatiser, etc. Mais dans vos discours, on entend que les vrais sujets, l'employé, la collaboration, la communication, l'adoption, de recherche. ne sont pas aujourd'hui adressés par l'IA en tant que telle. On le voit, on automatise des process, on fait de la recherche un peu augmentée, mais à la fin, les sujets de fond qui importent au RH, qui importent au marketing, on les touche pas encore. Ceux-là, ils sont... il faut une solution ici pour couvrir qu'aujourd'hui l'IA ne s'est pas adressée encore. C'est encore vu, je pense, moi, de manière trop manichéenne. Une digital workplace, c'est de se dire, ça a été poussé côté RH com, mais c'est pas un outil qui va m'aider à faire mon taf au quotidien. Pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas englobé, on n'a pas cherché à comprendre ses fonctions métiers. Est-ce que ça peut m'aider à faire plus rapidement une chose ? Est-ce que ça peut m'aider à mieux interagir en fait avec un document ? C'est en ça où moi je vois plutôt un effet d'opportunité de réconcilier cette passerelle de communication entre les communicants /RH et avec les métiers. Ouais. Est-ce que Copilot va m'aider à mieux connaître mes collègues ? Aujourd'hui, c'est pas le cas ? Pas encore. Tu peux demander des questions sur tes collègues. Hein. Ouais. Il te répondra pas People beaucoup. skills, connaître les compétences de tes collègues. Mais même les personnes, tu peux le dire, qu'est-ce que tu peux me dire de Chloé ? Par rapport aux données qu'on a en commun, il va répondre. Ouais, les dernières conversations alors, comme tu as déjà fait ce prompt, est-ce qu'on pourrait avoir la réponse, étant donné que tu as déjà tapé la clé ? Je ne peux pas la communiquer. Il espérait que Copilot soit méchant avec moi, mais pas du tout. C'est ça, c'est une excellente collègue, elle fait du travail incroyable. Tu devrais t'en inspirer, etc. J'aimerais bien, mais non, il répond pas encore ça. Bientôt. Pour terminer, peut-être, Paul... La question compliquée que je ne t'ai pas posée, que j'aurais dû te poser. En plus. T'as plus de joker, c'est terminé. Le joker. Je te file le mien. Il est fort, Kevin. Mathias nous a donné son mot de la fin. Si tu devais, pareil, avoir une petite conclusion sur ta vision de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, les enjeux, ou peut-être un petit aperçu de la roadmap Powell aussi. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Powell ? Qu'est-ce qui arrive, qui a déjà été annoncé ? Peut-être pour conclure avec vos actualités du moment, si tu veux nous faire un petit résumé. Ouais. Alors peut-être sans trahir de gros sujets sur lesquels on est en train de travailler, mais du coup, on a un autre aspect où l'IA peut aussi nous aider à aller plus loin, qui vont plutôt du coup s'adresser éventuellement même à des partenaires ou à Powell en tant que tel, sur le déploiement et le fait d'aller plus vite sur la mise en place, ou en tout cas le fait d'aller poker des portails d'intranet, des portails de digital workplace. Si je devais résumer peut-être en une phrase un petit peu la promesse sur laquelle on essaie d'avancer, ce serait concrètement d'uploader un RFP d'un client et d'avoir un portail déployé grâce notamment du coup à l'IA automatiquement pour pouvoir aller très vite et faire en sorte que le client se projette sur ses besoins et voir si ça correspond du coup à ce qu'il cherche, avec toutes les contraintes, tous les enjeux de design, etc. Donc ça c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler aussi. Donc encore une fois, là ce serait pas forcément quelque chose qui serait visible en tant que, on va pas marketer qu'il y a de l'IA forcément autour. En tout cas, ça répond à des enjeux. On voit qu'il y a une baisse, on va dire, de la technicité chez les clients et même globalement, je pense aussi dans tout l'écosystème, chez les partenaires et même aussi probablement nous en interne. Donc là, on a peut-être des enjeux à faire, comme finalement à l'époque avec Powell Manager qui permettait de déployer plus facilement des portails. C'est hyper intéressant parce que ça revient aussi à ce qu'on disait. On ne voit aujourd'hui, on ne pense que agent conversationnel. C'est un des sujets qu'on doit avoir quand on est éditeur de logiciels, mais l'intégration de l'IA peut être beaucoup plus profonde et comme on le sait en ce moment, on le voit avec toute la partie Claude, Anthropic, GitHub, etc. On commence à faciliter, pas remplacer totalement, mais le développement, l'intégration d'applications et à la fin un éditeur est une application aussi. Donc comment l'IA peut aider demain des clients à déployer plus facilement un applicatif. C'est intéressant de nous voir que vous allez aller sur ce chemin-là.
on regrette le métaverse, mais j'ai été obligé de le citer. On vous aurait interviewé 2 ans auparavant, on était à fond dedans. Entre-temps, j'ai perdu mes lunettes Facebook. Exactement. Méta. Donc, mais non, excellent et très intéressant de savoir que voilà, il y a peut-être de l'innovation, comme tu le dis, non visible, très certainement, qui arrive et pourtant tout aussi puissante, parce que la promesse, c'est le gain de temps. Chez vous aussi, le déploiement et toujours plus. On se serait arraché les yeux quelques années auparavant, entre le moment où tu disais qu'il fallait 9 mois pour déployer un intranet, voire plus, et demain peut-être ton buddy qui le déploie en langage naturel. Donc, mais on est dedans, c'est bien ce que promet l'IA générative. On va conclure sur ça, messieurs, si ça vous va. Monsieur, dame, bien sûr. Je le savais, je te voyais arriver dessus. Je n'ai rien dit. Je m'adressais à Paul et Mathias, sache-le. Écoutez, merci encore d'être venu. Merci d'avoir pris ce temps. C'était un exercice de style. On espère que ça n'a pas été trop dur. On l'avait dit. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Bon, il y aura peut-être une V2 alors dans 1 an pour faire le suivi des nouveaux enjeux, de la nouvelle roadmap de Powell. Donc c'était les têtes dans le cloud, c'était l'épisode spécial avec l'éditeur de logiciels Powell dans le monde de la digital workplace. Merci encore de nous avoir suivis, merci d'avoir participé, proposé vos questions sur le forum. Comme vous voyez, on essaie de suivre en parallèle et de remonter les interrogations. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez l'épisode sur les chaînes de podcast, sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Partagez largement, likez et il y aura d'autres épisodes à venir. À très vite. Merci à tous. Salut.